Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 9h33, vous êtes sur Sud Radio, merci de nous en parler librement évidemment, et nous avons la chance d'avoir avec nous deux connaisseurs, deux consultants, deux spécialistes de toutes les questions de défense. François Chauvency, qui est consultant géopolitique, rédacteur en chef de la revue Défense de l'Union, IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale, et Patrick Martin-Grenier, qui est professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Messieurs, bonjour. Bonjour à tous les deux. Je me tourne tout de suite vers vous, Patrick Martin-Grenier, parce que vous êtes Martin Genier, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Sciences Po. Alors, vous êtes désolé? Oui. Désolé par quoi? Moi, je suis désolé. J'ai vu vos tweets. Oui, c'est-à-dire que j'y suis allé une fois. Et vous savez, moi, quand j'étais étudiant à Sciences Po, il y a plus de 40 ans, il y avait des panneaux syndicaux, des panneaux de libre expression. Il y en avait pour tout le monde, tandis que là, on ne parle plus que de la lutte à Gaza, du peuple palestinien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas un jour régler ce problème politiquement. Pas une seule fois, j'ai entendu des étudiants, hélas, en ont-ils été peut-être empêchés de parler des otages israéliens, des otages juifs du Hamas. Et ça, j'ai été vraiment très très attristé parce que ce n'est pas de Sciences Po que j'ai connu. On a l'impression qu'ils sont tenus effectivement par une minorité d'excités et donc ce n'est pas normal. Et lorsque je vois en plus que la direction accepte de faire ce qu'on appelle en anglais un town hall, je suppose que c'est une confrontation, une discussion, en acceptant d'abord de retirer les procédures disciplinaires contre les étudiants qui auraient proféré des propos antisémites d'une part, d'autre part en proposant d'étudier les liens, d'investiguer les liens avec les universités et organisations qui travaillent avec Israël, je suis particulièrement choqué. Et moi, quand je vois aussi que le Hamas soutient ces manifestants, je dis qu'il ne faut pas qu'il y ait cette confrontation, c'est une capitulation. Je suis extrêmement choqué par ce qui se passe et donc il faut redresser la barre. Voilà. Il faut redresser la barre. Alors je rappelle quand même qu'il s'agit de 150 à 200 étudiants sur 13 000. Oui. Que les choses soient claires. Parce qu'évidemment, la loupe médiatique donne à ce blocage une importance considérable. Oui, tout à fait. Il faut toujours. Bon. Néanmoins, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Patrick Martin-Genier, François Chauvency? Regardez cela de l'extérieur, mais... Totalement, mais je vais prendre un autre mot, la lâcheté de la société française ou de la direction, finalement, de Sciences Po vis-à-vis, je dirais, d'activistes. Je crois qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société où on n'a pas le courage d'interdire quand ça dépasse les limites. On est toujours en train de tolérer plein de choses. Et là, vous avez un exemple type de lâcheté de la direction, et je trouve ça lamentable en termes d'image, mais aussi de sens des responsabilités. La sens des responsabilités, quand on fait, comme vous l'avez souligné, 150 activistes sur 13 000, et finalement on leur donne gain de cause, comment comprendre? Moi, c'est un scandale, voilà. Bien, voilà, la parenthèse Sciences Po est refermée. Maintenant, parlons de défense européenne, parce que le président de la République s'est exprimé, je le cite, la dissuasion nucléaire est au cœur de la stratégie de défense française. Elle est donc un élément incontournable de la défense du continent européen, a dit le président de la République, qui est prêt à ouvrir le débat d'une défense européenne englobant armes de longue portée, armes antimissiles et armes nucléaire. Alors, que pensez-vous? Est-ce que le président de la République a eu raison de tout mettre dans le même panier, en quelque sorte? Je commence avec vous, Patrick Martin-Genier. Je vous remercie, Monsieur Bourdin. Je passe le contrôle du général parce qu'il y a toujours un aspect militaire et politique. Oui. Moi, je vois l'aspect politique dans un premier temps. D'abord, le président de la République a ouvert un débat. Ça ne veut pas dire que tout est décidé. Oui. Je pense qu'on n'arrête pas de nous dire, depuis quelque temps, notamment dans l'entourage du ministre allemand de la Défense, que Monsieur Poutine, la Russie va envahir l'OTAN très bientôt. On n'arrête pas de nous dire que donc si Donald Trump était réélu président des États-Unis, il lâcherait l'Europe en cours de chemin, au milieu du gué. Donc je dis que moi, aujourd'hui, le président de la République a raison, politiquement, en pleine campagne pour les élections européennes, certes, de lancer un débat sur la portée européenne de la dissuasion française. C'est un débat politique fondamental qui ne plaît pas aux gaullistes, on est bien d'accord, parce que c'est le général de Gaulle. Mais la dissuasion nucléaire française ne peut pas s'arrêter à nos frontières.
Général Chauvency. Le président de la République a été très clair depuis plusieurs mois sur la question. Oui. Il l'a bien dit. Dès lors que l'Europe est touchée, la France est concernée. Donc ce qu'il dit finalement n'est pas choquant, et j'irai même un peu plus loin. Je dirais que nous changeons de génération. Nous avons une génération auparavant qui a pensé la dissuasion sous l'aspect de ceux qui avaient connu la guerre. Aujourd'hui, cette génération a disparu. Elle est plus aux affaires. Nous avons une nouvelle génération qui remet finalement sur la table la stratégie que nous avons. Pourquoi pas? Alors maintenant, sur le débat sur oui ou non partager la dissuasion nucléaire, oui. Bon, il y a quand même deux questions importantes. Est-ce que le contribuable français n'a pas son mot à dire après avoir financé pendant 70 ans au moins la dissuasion nucléaire? Tout à fait. Ensuite, deuxième question, c'est l'aspect, je dirais, technique, financier. Et puis il y a un autre aspect, c'est celui de la prise de décision, qui était le vrai souci. Qui déciderait demain de l'application ou non de l'arme nucléaire, même pour défendre l'Europe? C'est la vraie question, parce qu'on parle de souveraineté. Oui, il y a une question de souveraineté sur ce sujet. D'appuyer sur le bouton, quoi, en quelque sorte. Tout à fait. Alors là, si j'ai bien compris, le président de la République a été clair là-dessus. Oui, écoutez... Il a dit la France gardera la décision. De la même façon que les Américains gardent en dernier lieu la décision d'appuyer sur le bouton nucléaire. Je crois qu'on fait une grande confusion. On est en train de dire qu'il va y avoir une souveraineté partagée, ce qui est fou, parce qu'il n'y a pas de souveraineté européenne, très clairement, et ce serait une concertation. Ce sont les intérêts vitaux de la France, et le seul à pouvoir décider lorsque les intérêts vitaux sont en cause, c'est bien le président de la République qui seul pourrait appuyer sur le bouton nucléaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il passerait pas un coup de fil à ses homologues, à Monsieur Duda par exemple, en Pologne, qui estime qu'effectivement c'est une proposition intéressante. Je parle même pas du chancelier Scholz, lui qui est un peu peureux en l'espèce, mais bien évidemment que si les intérêts vitaux de la France étaient engagés, il y aurait une concertation, mais comme il n'y a pas d'Europe fédérale, d'États-Unis, d'Europe, bien évidemment que c'est le président de la République qui en dernier lieu garderait cette souveraineté. C'est une manière aussi pour Emmanuel Macron, j'imagine, de pousser les autres pays européens vers une Europe de la défense. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a une frilosité complète au sein de l'Union européenne. Non seulement il y a une frilosité, mais techniquement les traités ne nous permettent pas d'avoir une défense européenne. Vous savez bien que la vraie défense européenne, l'armée européenne, c'était Mendes France, et la communauté européenne de défense a été enterrée en 1954. Depuis, on essaye de reconstituer quelque chose. Et en France, on a une politique étrangère et de sécurité commune, mais qui ne permet pas de faire une défense européenne. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive même pas à faire des armements en commun. Un progrès a été fait la semaine dernière, si vous avez vu, lorsque le ministre français Le Cornu a reçu son homologue allemand pour dire que nous allions produire en commun un char, mais celui-ci ne sera pas produit avant 2040. Donc vous voyez que c'est extrêmement délicat. Le principal défi de l'Europe aujourd'hui, c'est d'abord une production commune d'armement plutôt que chacun aller acheter des avions aux États-Unis. Oui, évidemment. Général Chauvency, je lis plusieurs communiqués de plusieurs partis politiques à la suite des déclarations du président de la République. Je lis par exemple les Républicains déposséder les Français de l'arme nucléaire, de la dissuasion nucléaire, c'est une forfaiture pour le président de la République, voilà ce que dit Bellamy. Et puis Manon Aubry, qui était avec moi ce matin, dit Emmanuel Macron veut liquider l'autonomie stratégique française. On en est là, mais ce sont des postures politiciennes. Hein. Non, moi je dirais que j'irai un peu plus loin, mais pas dans le sens politique. Je dirais simplement qu'après tout, la stratégie peut changer. Le président de la République a des prérogatives sur la Ve République, sur toutes les questions de défense et de sécurité majeures. Et j'approuve tout à fait cette constitution de la Ve République qui lui donne ce pouvoir. En revanche, pour une question aussi grave, peut-il s'affranchir finalement d'un avis, au moins de la représentation parlementaire, qui est plus qu'un avis? Moi je proposerais même, si on devait changer de stratégie et proposer notre partage de dissuasion nucléaire, que finalement, même l'Assemblée nationale... Alors il y a référendum, mais qui serait peut-être un peu difficile, mais il est vrai que l'Assemblée parlementaire a un rôle à jouer, mais non pas uniquement en donnant un avis, mais en disant oui ou disant non. C'est pas tout à fait pareil. Et moi, j'ai l'impression quand même que le président de la République lance un sujet qui est intéressant, que je peux comprendre, mais sans finalement l'aval de qui que ce soit. Et là, je pense que parfois les cavaliers seuls sont un petit peu à éviter. Surtout, c'est un sujet aussi important. Et là, je rejoins
les remarques politiques, oui, ce serait une partie de notre souveraineté qui pourrait partir, c'est notre autonomie stratégique qui pourrait partir. Et puis je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, le contribuable français a payé depuis 70 ans, et maintenant, si on devait partager cette dissuasion, hormis le problème de la décision, oui, mais il y a aussi le problème du financement qui a déjà été évoqué par certains, qui financerait, et on voit bien les réactions en Europe, on veut pas financer la dissuasion nucléaire, surtout si elle est française, parce que finalement, d'un autre côté, on dit tiens, les Français, ils rejouent un petit peu au Napoléon Bonaparte, donc on va éviter qu'ils aient trop de pouvoir en Europe, et nous sommes dans la réflexion qu'il y a eu il y a quelques instants avec Scholz, le prochain c'est des choses, finalement, joue aussi sa carte d'être la première puissance en Europe, y compris dans le domaine de la défense, même si on voit bien qu'il n'y a pas le bagage derrière pour le faire. Mais c'est son objectif politique. Or, la France a investi dans la défense depuis comme des dizaines d'années. Elle a toujours été en pointe. Elle a toujours fait ce qu'il fallait. Elle a une tendance effectivement à beaucoup partager et pas beaucoup recevoir. Il est peut-être un peu de temps de se rappeler que les États ont des intérêts. À la pointe dans le nucléaire civil et dans le nucléaire militaire, ça fait beaucoup pour d'autres nations européennes, notamment pour l'Allemagne, j'imagine. Oui, mais la France est une grande puissance, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. N'oublions pas le Royaume-Uni. Ce n'est pas parce que ce pays est parti de l'Union européenne qu'ils n'ont pas une force nucléaire. Ce sont les deux seuls pays. Mais il y a des accords qui sont en discussion. Voilà. Une volonté d'Emmanuel Macron de créer, si j'ai bien compris, un lien nucléaire avec la Grande-Bretagne. Oui, à travers notamment la communauté politique européenne dont il est l'instigateur, qui couvre beaucoup d'autres pays que l'Union européenne, et à travers cela, effectivement des accords de sécurité avec le Royaume-Uni. Nous sommes les deux seules puissances nucléaires, et donc si un jour il doit y avoir une guerre en Europe, ce serait essentiellement sur ces deux pays qu'il faudrait compter. J'ajouterais que le président de la République a prononcé une phrase très importante à la Sorbonne 2 la semaine dernière. Il a dit « L'Europe est mortelle, elle peut mourir ». Et c'est une phrase qui a été beaucoup reprise dans la presse allemande, comme quoi effectivement il y a une sensibilité sur la fragilité européenne. Et je crois que tout le monde est prêt à engager cette réflexion. Eh bien, nous allons revenir là-dessus, parce que c'est très intéressant, effectivement. Il est quelle heure ? Il est 9h44, un peu de pub, à tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, la question nucléaire entre évidemment dans le cadre d'une défense européenne. Est-il possible de construire une véritable défense européenne? Est-ce souhaitable? Je me tourne vers vous, Patrick Martin-Genier, vous êtes donc professeur à Sciences Po et spécialiste des questions européennes et internationales. Écoutez, si vous me dites est-ce qu'il y a une défense européenne aujourd'hui, la réponse est non. Est-ce qu'il faut la construire? Est-ce qu'il faut y aller? Je dis oui. Moi, en tant qu'Européen convaincu, je dis qu'il faut tout faire pour tenter de faire une défense européenne. Simplement, moi, en tant que juriste, je regarde ce que dit le traité, et non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Il faudrait effectivement changer je sais pas, écrire de nouveaux traités. Oui, écoutez, soyons très clairs. Depuis 15 ans, depuis 2009, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il n'y a pas eu de révision de traité en tant que tel. Le dernier traité, c'est le traité de Lisbonne. Et on a fait des progrès. On appelle une politique européenne de sécurité commune, mais en réalité, non, ce n'est pas l'Europe de la défense. Nous n'avons pas d'état-major. On a un comité politique européen, état-major européen, mais qui ne fait rien en réalité. C'est vraiment l'OTAN qui est maître dans cette affaire. Et donc, par conséquent, non, il faudrait réviser les traités. Il y a une possibilité qui pourrait être utilisée, c'est celle d'avoir une coopération structurée. C'est-à-dire plusieurs États pourraient accepter d'aller plus loin sur une défense commune. Mais nous ne pouvons, au terme des traités, que faire des missions de paix. Et donc, on ne peut pas aller sur un terrain militaire comme on aurait pu l'envisager s'il y avait véritablement une armée européenne, ce qui n'est pas le cas. L'Europe peut mourir, dit Emmanuel Macron. Est-ce que l'Europe peut mourir parce que justement, elle ne crée pas un destin commun, un destin. La défense, c'est essentiel. L'essentiel pour un accord entre pays de l'Union européenne. Oui, mais effectivement, il y a plusieurs possibilités. Pour prendre un terme que j'utiliserais moi, c'est défendre l'Europe et non pas l'Europe de la défense. Oui. Notre objectif, c'est de défendre l'Europe. C'est de défendre l'Europe. Et défendre l'Europe en fonction de la menace identifiée, à condition qu'elle soit partagée par tous ou par certains. C'est aussi défendre nos intérêts, mais c'est défendre. Ça veut dire, quand on parle de défendre l'Europe, que ce soit dans le cadre de l'OTAN, de l'Union européenne, on peut construire des outils militaires. Et c'est vrai, il n'y a que l'OTAN qui répond à la question aujourd'hui. L'Union européenne, depuis 15 ans ou 20 ans, a créé 14... Notre sécurité
dépend de l'OTAN. Ah oui. Totalement. Pas nous, Français, parce que nous possédons précisément la dissuasion nucléaire, mais notre sécurité dépend de l'OTAN. Oui, tout à fait, mais on y est dedans. On est dedans. Oui, et, on est dedans, et oui, on fournit bien du sûr. personnel, on fournit des généraux, on fournit des unités. Donc Bien on sûr. est dans l'OTAN. Et c'est surtout l'intérêt de travailler tous ensemble. Et puis un autre intérêt de l'OTAN, c'est que les Américains y sont. Et c'est un petit peu ce que vous avez évoqué tout à l'heure, peut-être avec le départ à l'arrivée de Trump éventuelle. Là, on aura peut-être un souci. Mais pour l'instant, les Américains étant dans l'OTAN, ça contraint quand même les Européens à prendre des décisions communes. Oui. Je ne suis pas certain que dans le cas de l'Union européenne, ça serait aussi simple. Ça sera aussi simple, d'autant plus qu'elle est fragilisée, cette Europe, qu'elle va être peut-être plus diverse après le 9 juin. Oui, elle sera bien plus diverse et on verra bien ce qui sort des élections européennes. Sans vouloir faire de politique, on voit bien que les extrêmes droites, les partis extrémistes, mais aussi l'extrême gauche grimpent considérablement et donc ils vont y avoir une capacité de nuisance. Lorsque l'on sait que le Parlement européen vote des choses considérables sur tous les sujets en matière d'environnement, en matière d'économie, en matière d'égalité homme-femme, d'égalité salariale, eh bien on voit bien que là, il va y avoir de vrais problèmes, nonobstant l'aide à l'Ukraine. Donc on va avoir des extrêmes qui vont être assez marginalisés parce qu'on sait quand même, selon les sondages, ce seront les deux principaux groupes, à savoir groupe socialiste et groupe populaire européen, la droite modérée, qui seront majoritaires au Parlement européen, certes avec les Verts et Renew peut-être. Donc ce qui est très très important aujourd'hui, c'est d'avoir un débat sur le fond et aujourd'hui c'est devenu complètement inaudible, on ne parle plus d'Europe, on parle de tout ce qu'on veut sauf de l'Europe, on parle de l'immigration, on parle de toute une série de choses et ce ne sont pas les Mais sujets l'immigration, essentiels. c'est aussi une question européenne. Oui, bien sûr, c'est une question européenne. Oui. Mais on ne dit pas que, par exemple, le Parlement a accepté ce pacte asile-immigration. Oui. C'est quand même un progrès qui a été fait vers une meilleure protection des frontières. Bon, voilà. Donc il y a des sujets importants, mais on va voir beaucoup d'extrêmes. Regardez ce qui se passe en Allemagne, c'est quand même très inquiétant. Hein, l'extrême droite, l'AfD, qui était aux alentours de 18-20%, c'est extrêmement inquiétant pour l'Allemagne de voir que les extrêmes, et notamment l'extrême droite, grimpent considérablement. Et en France, on parle de quoi? De la question palestinienne. Hein, Oui. Essentiellement, enfin pas essentiellement, mais chez certains. Cette Europe de la... le président de la République a aussi parlé de ce bouclier antimissile. Alors ça, c'est quoi, un genre de dôme de fer européen? En fait, j'ai c'est pas bien compris, général. En fait, c'est protéger l'espace aérien européen contre des frappes de missiles. Le dôme de fer ne concerne que des roquettes donc à 5 km de portée. oui, donc ça là, n'a rien à voir avec les missiles. Non, rien à voir. En revanche, n'oublions pas que l'Allemagne a joué un drôle de jeu encore il y a quelques mois ou quelques semaines, justement pour lancer une grande initiative pour rassembler les États dans la défense antimissile de l'Europe. Oui. Et la France et l'Italie ne s'y sont pas joints. Oui. Hein, ou n'ont pas été invités. Bon, à voir le détail, comment ça s'est passé. Mais l'évolution, la France a évolué là sur le sujet. Oui, c'est ce que disait un petit peu le président Macron dans son discours, c'est vrai, parce qu'on peut pas être dehors. Mais là, on peut avoir des points communs. Rassemblants ou rassembleurs sur des questions de défense bien précis. Mais n'oublions pas d'ailleurs qu'il y a des questions industrielles. Les questions industrielles, on parlait d'industrie d'armement tout à l'heure, qui va tirer les marrons du feu de cette affaire-là? Les Français et les Italiens sont performants dans la défense antimissile. Est-ce que l'Allemagne l'est autant? Peut-être que comme elle est pilote de cette défense antimissile, est-ce qu'elle ne veut pas surtout reprendre la main sur la fabrication de toute cette défense? Qui va financer et qui va fabriquer, quoi? Oui, tout à fait. C'est toutes les questions posées. Oui. Bah, bien sûr. Les rivalités vont s'exprimer, si je puis dire. Bah, les rivalités n'ont jamais cessé de s'exprimer. Nous avons été fâchés avec l'Allemagne pendant 2-3 ans, quand même, il faut le dire, quand des conseils de sécurité ou des conseils des ministres communs ont été annulés parce qu'il n'y avait aucun accord sur des financements de projets, notamment sur les avions, les chars et autres équipements militaires. Et donc, oui, il y a un vrai problème de financement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, chacun défend ses intérêts purement industriels. Encore une fois, le chancelier Scholz, il y a 15 jours, est allé en Chine. Il est resté 3 jours, il a signé des contrats juteux, il a dit « je ne veux pas de décrochage de l'Allemagne par rapport à la Chine ». Donc là, il faut au moins se concerter, et s'agissant d'Emmanuel Macron, on a vu, certains ont dit, la presse allemande l'ont remarqué, qu'il avait fait un effort, un pas en direction de l'Allemagne, en évoquant ce bouclier antimissile. Ce bouclier antimissile, effectivement. Le président chinois qui sera bientôt à Paris, hein. Je voudrais quand même le rappeler. Hein. Sur la semaine prochaine, d'ailleurs. Hein. Sur les questions d'armement, il faut quand même rappeler, parce que l'Allemagne, quand même, a une image très pacifiste depuis pas mal d'années, c'est quand même le 4e exportateur d'armement. C'est-à-dire qu'elle vend des armes, elle est le 4e exportateur d'armement. La France est le 2e. Donc en Europe... Donc nous avons en Europe le 2e exportateur... La France. La France, et le 4e l'Allemagne. Oui. Et nous n'arriverions pas à unir nos efforts. Vous avez 5 des principaux exportateurs mondiaux d'armement qui sont en Europe. Oui. Donc si on fait le bilan, alors bien sûr les Américains sont en haut du panier, mais 5 États européens concernés. On pourrait construire
économiquement et techniquement, nous pourrions construire une véritable industrie européenne de l'armement. Absolument. Nous avons des ingénieurs extrêmement compétents des deux côtés. Et donc, c'est tout à fait possible. Le problème, c'est que chacun défend ses intérêts purement nationaux, ses champions nationaux. N'oublions pas que nous avons un commissaire chargé de l'industrie en termes d'armement, c'est Thierry Breton, qui aimerait pousser cette coopération industrielle. Mais c'est extrêmement difficile parce que, encore une fois, l'Allemagne achète des avions à l'extérieur aux États-Unis, la Pologne aussi. Et aujourd'hui, eh bien, on voit bien que c'est extrêmement timide. Il y a eu cet accord essentiel, mais il n'y aura pas de char commun avant plusieurs années. La Pologne pourrait réviser sa position. Hein. Le gouvernement a changé. Voilà, tout à fait, absolument. La Pologne pourrait réviser sa position et acheter maintenant européen. Oui, mais c'est une action au long cours. Voyez. Mais c'est une action au long cours, effectivement. On pourrait vendre plus d'armes en Europe, nous, Français. Déjà, il faudrait faire une clause européenne imposant l'achat à tant de pourcents d'équipements européens plutôt que d'acheter américains. C'est la première chose qu'on devrait mettre en place, d'ailleurs. Si j'avais Emmanuel Macron devant moi, je lui poserais la question. On prend l'exemple du F-35 dont on vient de parler. Le F-35, aujourd'hui, il équipe 8, 10, 15 États européens. Le Rafale, on ne l'a pas vendu. On n'a pas vendu le Rafale. Aucun État européen ne possède le Rafale. Non, mais n'oublions pas qu'on est, je crois, le principal exportateur à l'extérieur de l'Union européenne. C'est ça la difficulté aujourd'hui. On vend à l'Inde, on vend à l'Arabie Saoudite, on vend partout dans le monde, mais en Europe ça ne marche pas. Mais quelle hypocrisie, quel paradoxe tout de même. Nous aidons l'Ukraine avec des armes que nous achetons à l'extérieur. Ce qui est quand même extraordinaire. La dernière somme attribuée par les États-Unis, c'est 80% des équipements fabriqués aux États-Unis. Ça fait partie aussi de l'économie en tant que telle. Donc, et n'oublions pas qu'aussi qu'à terme, ça veut dire la mise sous contrôle de ces pays, parce que vous savez bien que tout armement américain ou ayant une composante américaine est soumise à autorisation avant usage. C'est ce qui nous est arrivé pour le Rafale il y a quelques années. C'est extraordinaire parce que ceux qui sont contre toute idée de défense européenne, finalement, acceptent d'être mis sous tutelle américaine. Oui, totalement. C'est l'hypocrisie, c'est une hypocrisie totale. Complète, sachant que les Américains ne soyons pas naïfs non plus, c'est toujours le business, c'est le retour sur investissement, et ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est la reconstruction de l'Ukraine, qui aura des contrats les plus importants en Ukraine, en termes d'armement et en termes d'économie. Et je ne suis pas certain que l'Europe sera gagnante malgré l'aide apportée à ce pays. Ah bon ? Oui, parce que les Américains, regardez ce qui s'est fait en Irak, ils ont eu les contrats les plus... Nous avons la pression quand même sur l'Ukraine de l'entrée dans l'Union européenne. Bien évidemment, et j'espère que l'Ukraine rentrera dans l'Union européenne. Mais regardez ce qui se passe, ce pays n'en est pas encore prêt. Ça prendra minimum 10 ans avant que ce pays rejoigne l'Union européenne. Bien, parce qu'aujourd'hui, l'Europe est menacée par la Russie. Oui. Vraiment ? Je vous dis ça parce que je vous dis ça parce que évidemment à chaque fois que nous parlons de cela, ça revient. De nombreux auditeurs et de nombreuses auditrices nous disent mais non, nous ne craignons rien. Alors c'est pas ne craignons rien, c'est que la menace n'est pas crédible en tant que telle. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe sur le terrain, les forces militaires russes quand même ont été fortement affaiblies. Un peu de terrain là en ce moment. Oui, mais ça veut rien dire. C'est pas gagner 10 km de gagner, c'est pas gagner une guerre. Donc aujourd'hui, la menace, elle n'est pas immédiate. Elle pourrait être à moyen ou long terme. Et maintenant on a une vision rationnelle occidentale en disant tant de pertes, tant de destruction pour la Russie, tant de sanctions, est-ce que ça va quand même pas impacter dans le futur ce pays-là et l'empêcher d'être trop agressif ? Voilà. En revanche, si on veut pas qu'un pays soit trop agressif envers nous, encore faut-il dissuader toute agression. Et on revient non plus à la dissuasion nucléaire, mais à la dissuasion conventionnelle. Et là, on revient à quelle défense pour l'Europe ? Quels sont les moyens qu'on va mettre en place ? Et surtout, pour nos moyens conventionnels, empêcher, dissuader toute agression de la part de la Russie. Bien, merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir ce matin, c'était passionnant. Merci à tous les deux. Ce sont des questions sur lesquelles nous reviendrons et je l'espère qu'ils seront mieux évoquées dans les débats sur l'Europe qui vont se multiplier avant le 9 juin prochain, bien sûr. Bien, émission qui va suivre. Valérie Expert et Gilles Gansman reçoivent Noah Muclin qui est directeur délégué 20 minutes TV, la télé du journal 20 minutes. Merci, 9h58. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.